bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, preview du Glory 77, oui non bien évidemment, du Glory 77 diffusé en pay-per-view 19,99€ sur glory.lasueur.com à partir de 19h. Les prélims sont diffusés gratuitement sur notre chaîne YouTube et à partir de 20h c'est la main card et donc le pay-per-view commence. 6 champions, 3 combats pour le titre, un tournoi heavyweight avec Rico Verhoeven et on va commencer, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast, on va commencer Polydomso a envie de décéder avec d'ailleurs pour les débuts de Polydomso dans le nouveau studio. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, puis dire dans le nouveau studio, dans le studio tout court parce que on en avait déjà eu 3 avant mais on les a jamais vus. On s'en servait pas. Bon, on va commencer par la trilogie Murtel, Grenard, Cédric, Doumbé. Bah alors les gars. Alors qu'est-ce qu'on avait dit déjà Murtel, Grenard versus Doumbé, c'est donc la 3e fois qu'ils s'affrontent. Il est un peu clumsy. Ah non. Ça c'est plus tard. Il y a eu un changement de style de Cédric Doumbé ces dernières années, qui maintenant est beaucoup plus axé sur vraiment chercher le chaos, plus qu'il n'était technique et vraiment sur ce qui est de construire des combinaisons un peu plus légers, etc. et un peu plus en volume avant. Et avant, il était un peu plus à la touche que maintenant. Vraiment, il cherche à se poser, connecter et à envoyer au pays des rêves. Il était déjà un petit peu comme ça, c'était lors de sa transition vers ce style-là qu'il a aujourd'hui, qu'il a combattu Murtel pour la 2e fois en 2018, je sais plus exactement quand, enfin, il y a quelques pour la années. défense de son titre. Pour la défense de son titre. Qu'il a perdu. Voilà, lors de ce deuxième combat. Lors de ce deuxième combat, à Chicago. On a eu un combat qui était un peu étrange, parce que, en fait, Cédric, en fait, moi j'adore quand il a ces espèces de ce que tu parlais de fulgurance. Et en fait, il y a des moments où il est extrêmement créatif dans la cage. Franchement, il y a des séquences qu'il fait où il va faire une combinaison où il va y avoir une jambe, un genou, un bras, un genou, une jambe. Enfin, il va tout mixer, mais en mode à la perfection, en variant les niveaux. Johan Lidon, par exemple, il y a des séquences complètement. Ouais, t'as l'impression qu'il est dans la matrice, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et c'est vrai, et honnêtement, c'est au point où ça fait partie de ses combattants. Tu sais que c'est pas forcément drillé, c'est-à-dire qu'il y a des drills qu'il fait forcément, mais il laisse aller sa créativité et il y a des moments c'est sublime. Il est créatif aussi même dans les gestes qu'il utilise parfois avec on sait qu'il y a des combattants comme Masaaki Nori et même celui-là, Alex Pereira l'utilise, tu sais, l'espèce de low kick mais par l'extérieur avec le coup de talon, etc. C'est plus une espèce de coup de pied marteau mais sur la cuisse en fait de l'adversaire pour à l'arrière de la cuisse, un peu comme ça, tu vois. Enfin, je crois que ça se verra. Notez la souplesse du geste, quand même. Des superbes chaussures. Vous pensez que Conor McGregor le connaît ce kick là? Voilà. Et donc il y a des gens qui font des trucs un petit peu comme ça, qui sortent de l'ordinaire mais qui trouvent des solutions différentes, en tout cas qui peuvent déstabiliser un adversaire et puis surtout qui sont efficaces. Par exemple Doumbé il va faire des trucs comme des low kicks internes mais avec l'extérieur de sa jambe avant ou un truc comme ça, enfin des trucs qui nous, perso, c'est la première fois que je voyais un truc comme ça. Donc voilà, il est extrêmement créatif, il est très créatif dans sa manière de construire ses combinaisons, dans sa gestuelle, mais effectivement, depuis qu'il a ce style un peu plus posé, basé sur ses appuis, à la recherche du chaos, il a de moins en moins, je trouve, ses fulgurances. Alors, il met KO, c'est vrai, mais du coup, je pense que contre un mec comme Murtel, peut-être que ce serait intéressant, parce que c'est très difficile de le toucher clean, c'est peut-être intéressant de revenir à ce style un petit peu qu'il avait avant. Mais est-ce qu'il a envie de le faire? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est vrai que... Non, mais parce qu'en fait, c'est un style aussi où il se sent confortable. Ces transitions. Et peut-être qu'il a trouvé, parce que en fait, étonnamment, Doumbé, avant qu'il rejoigne le Glory, il avait énormément de KO, en fait. Et c'est vrai que dans ses premiers combats de Glory, il avait adopté un style un peu plus à la touche, un peu plus styliste, un peu plus je gagne au point, en fait. Et je pense qu'il y a eu de la frustration de la part de Doumbé, parce que ce combat contre Murtel Grenard, mais aussi contre Nabiev, où peut-être il s'est dit j'ai laissé un peu la décision m'échapper en fait des mains et il a peut-être pas envie que ça se reproduise, et il est passé sur ce style qui est un style qui est un peu plus de brawler. Alors c'est du brawl mais technique, parce que il engage le brawl que lorsqu'il est sûr de vraiment frapper, et quand il frappe, même si ça donne l'impression d'être un peu de la bagarre de forain et des patates de saloon, en fait généralement il a quand même il sort de l'axe de frappe, il arrive à se décaler en fait justement pour éviter le contre. C'est pas simplement il n'envoie pas des coups de battoir sans se soucier de sa défense. Donc il y a de l'intelligence technique, mais ça c'est un peu plus restreint sur le champ des armes qu'il peut utiliser. Ça lui permet en revanche, c'est ce que je voulais dire, de maximiser et d'employer
à 100% son potentiel physique, sur lequel il a mis un coup d'accélérateur, un coup d'accélérateur sur ses derniers entraînements. C'est ce qui ressort de ses interviews. Alors, les interviews de la sueur, évidemment, mais aussi, je pense notamment à son podcast chez Joe Rogan, où il disait que c'était vraiment la chose qui avait vraiment changé. C'est qu'avant, physiquement, il s'entraînait pas énormément, pas sérieusement en tout cas. Bon, c'était quand même un athlète, mais il mettait pas vraiment l'accent nécessairement sur cette préparation-là. Depuis quelques années, c'est ce qu'il préfère, et c'est là-dessus qu'il a le plus progressé, en fait. Et c'est ce qui lui a permis de mettre des KO, notamment Alim Nabiev, Tongchai, Harut Grigorian, c'est des gens qui sont excellents, quoi. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, c'est ce qu'il a préféré développer sur ses derniers combats. Après, je pense, je vais de ton côté, Russ, je pense que dans la perspective d'un combat contre Gronart, c'est peut-être meilleur pour lui de revenir à des fondamentaux techniques, parce que ce qui est très perturbant quand on regarde les deux combats Doumbé-Grenard, c'est que c'est des gens qui vont pas bien ensemble, en fait, ils ont pas l'air de s'associer vraiment bien dans le ring. Il y a des combattants, ils vont faire des combats magnifiques à chaque fois qu'ils vont se rencontrer, parce que je vais se marie bien, quoi. Ouais, je vais citer je vais donner une citation d'un de mes entraîneurs, Monsieur Zetoun, que je salue au passage, qui m'a dit un jour quelque chose que je trouve qui figure bien ce que je veux dire. C'est qu'un combat, c'est une conversation, en fait. Et c'est des échanges, c'est pas seulement je vais imposer mon truc, je vais te couper la parole, c'est une discussion entre un adversaire, une discussion qui se fait avec le corps et tout. Bon, ça fait un peu gourou ce que je suis en train de dire, mais en fait dans le sens, tu vois. Et j'ai l'impression que ce que fait généralement Doumbé quand il essaie de prendre de vitesse ses adversaires, d'exploser en athlétisme, ça marche pas très bien, en fait, avec Grenard, qui lui aussi est très explosif et très athlétique, et ils ont une espèce de faux rythme tous les deux, où ils vont pas mordre aux feintes respectives de l'un et de l'autre, c'est-à-dire ils vont faire des feintes et ils vont pas réagir, et quand ils vont réagir en même temps. Enfin, c'est très très étrange. Il y a une espèce de désynchronisation, en fait, des combattants, qui fait que les deux combats sont très pénibles à regarder, hein. C'est pas des combats que je trouve très beaux, hein. Le premier comme le deuxième, c'est pas très esthétique, et surtout, comme tu le disais, en fait, Doumbé ne touche pas nettement Grenard. Donc je pense que le style de bagarreur agile qu'il a développé un peu je trouve qu'il y a du Jack Dempsey, moi, dans son style, hein, pour ceux qui connaissent, dans les entrées qu'il fait, notamment avec ses bras arrière, où en fait il se décale avec la tête pour envoyer son bras arrière, faut pas que je bouge trop, et donc ça, je pense pas que ça marche super bien contre Grenard. En revanche, c'est vrai que le côté styliste qu'il a, où il prend de vitesse ses adversaires avec des combinaisons, ou même avec des déplacements, tout simplement, où il va faire venir l'adversaire à lui pour le contrer, notamment contre Holtzken, ce qu'il faisait avec les uppercuts généralement, où il reculait et tout, et il arrivait à anticiper, en fait, l'arrivée d'Holtzken. Ça, c'est vraiment impressionnant, et je pense que ça a peut-être plus de chances de marcher contre Grenard. Ouais. Et puis surtout que Grenard, là, Russ va vous en parler, lors de son dernier combat, il s'est imposé contre Troy Here Comes Trouble Jones, qui était grand espoir américain du Glory, pour remporter la ceinture intérimaire. Mais c'est vrai que depuis un an, il y a pas mal de choses qui se sont passées, puisqu'il est passé d'un coach de légende à deux coachs de légende, tout simplement, notre cher Murtel Grenard. Ouais, parce que en gros, Murtel Grenard, ça faisait vraiment partie de ses combattants, donc de Mike Passonnier, pour ceux qui connaissent, qui est c'est un taulier. Hein. Ouais, le taulier, c'est vraiment vous l'avez très probablement vu avec le Badrari. Et si vous l'avez pas vu, vous l'avez entendu. Ouais, c'est ça, parce qu'il a une voix de j'allais dire Grizzly, mais je sais pas. Non, il a une sacrée voix. Une sacrée grosse voix. C'est impressionnant. Une voix de Grizzly. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement connu et respecté dans le kickboxing game. Donc Melvin Manov, que ce soit Murtel Grenard, donc Badrari, des Plazibat dans la nouvelle génération. Ouais, même Kishenko aussi, est passé chez Mike Passonnier. Ouais. Et pourtant, Murtel Grenard a décidé en 2020 de changer, et apparemment, donc il le dit dans notre interview, qu'il a décidé de changer parce que leur vision, en fait, n'était plus la même. Et apparemment, Murtel Grenard, qui est donc allé chez Ivan Hippolyte, et qui est lui aussi une légende du kickboxing, et parce que Murtel Grenard disait j'ai l'impression de recommencer à apprendre, en fait, avec Hippolyte, alors que j'avais l'impression de stagner un petit peu, et qu'on avait une vision, en gros, qui ne coïncidait plus avec Mike Passonnier. Donc c'est quand même assez énorme de changer avec de décider de se séparer de l'entraîneur avec lequel t'étais vraiment depuis que t'étais tout jeune et qui t'a monté jusque là où t'étais. Donc ça veut vraiment dire qu'il va y avoir quelque chose de radicalement différent. Enfin, je pense, c'est quasiment sûr, parce qu'il va apporter de nouvelles choses. À quel point, en fait, et quel Murtel on va avoir ici, c'est ce qui sera aussi intéressant contre Cédric. Oui, parce que c'est vrai que
Passener, au-delà du fait que c'est un taulier en termes de technique et de préparation physique, enfin à chaque fois les mecs sont monstrueux quand ils sortent, ils ont une agressivité, il y a vraiment un style Passener, hein, c'est très marqué, c'est très reconnaissable, mais c'est aussi, je pense, qu'il crée une espèce de connexion aussi psychologique avec ses adversaires, avec ses combattants, pardon. Il y a une complicité généralement avec ses combattants. On se souvient des vidéos, on le voit rentrer avec Badrari, c'est légendaire, tu vois, où il lui parle et tout, et je pense qu'il y a un conditionnement psychologique qui met en place avec ses adversaires. Putain, j'ai du mal. Non, mais on l'a fait 2 fois le podcast aussi. Pour avec ses adversaires, du coup. Oui, avec ses adversaires. Et avec ses combattants, qui fait que c'est d'autant plus étonnant parce que Grenard, ça fait un paquet d'années qu'il est chez Mike Passener. Ouais. Donc, s'il quitte Mike Passener, c'est vraiment pour une bonne raison. Et peut-être que c'est ce dont il avait besoin pour évoluer. Ça peut être positif, comme ça peut être négatif aussi. Hein, on va pas se mentir. Donc, réponse le 30 janvier. Place au pronostic, messieurs, pour ce combat, ce title fight pour le titre welterweight. C'est des combats qui sont extrêmement serrés entre Grenard et Doumbé, parce que je pense que... On était au premier, en tout cas, messieurs. Premier événement à la sueur fait tous les 3. C'est vrai. Glory Paris en 2016, mars 2016, je crois. Particulièrement chargé d'ailleurs cette carte. Ouais, parce qu'il y avait... il y avait Rico, il y avait Varitov. City Chai aussi qui combattait. Il y avait le tournoi avec David Kiria, City Chai. Et, c'était assez impressionnant. Marat Grigorian aussi, de mémoire. Bref, et donc du coup... Et Prud'Homso avait fait une photo avec Van Roosmalen. Van Roosmalen, d'ailleurs, qui pensait à lui. Il lui arrivait un truc assez horrible. Un accident de voiture. Un accident de bagnole. Il a perdu sa sœur et sa femme. Lui, il est en plus dans un sale état, je crois. Donc, oh merde! Grosse pensée à Roosmalen, bats-toi champion de ton côté. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, oui, alors ce que je disais, c'est que c'est un combat qui est difficile parce que ce que je dis, il y a ce côté un peu de désynchronisation entre les deux. Ils s'entendent pas, hein, c'est un truc de fou. Dans le ring, j'entends. Il y a un truc qui est très très étrange. Ouais, mais je sais pas si tu avais prononcé ces mots, mais c'est vrai que tu t'avais dit tout à l'heure un faux rythme. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui n'accroche pas. En fait. Ça n'accroche pas, ouais. C'est clair. Et au-delà de ça, je pense qu'ils ont un peu les mêmes qualités les deux, en fait. Alors ils ont pas le même physique, mais leur qualité, c'est qu'ils savent être très techniques quand il faut être très technique, et qu'ils sont très, je veux dire, athlétiques aussi. Et ils peuvent se permettre parfois des erreurs techniques qui vont rattraper avec une explosion, tu vois, qui vont sortir du truc. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont du mal tous les deux à se cerner, parce que par exemple, Doumbé peut pas swarmer Grenard comme il le fait avec ses adversaires, peut pas le coincer contre les cordes et envoyer des crochets comme il fait avec à Grigorian, par exemple, qui est pourtant un très bon technicien, tu vois, où il peut pas non plus sortir d'un clinch et mettre KO le mec sur un bras arrière comme il a fait avec Tonchai ou Nabiev. Et de son côté, Grenard peut pas placer des genoux sautés comme il fait avec ses adversaires. Tu vois, ils ont leurs armes s'annulent les uns les autres du fait de leur qualité respective. Et je pense que pour cette raison, c'est un match qui est très tendu, même aujourd'hui, même si il y a une énorme évolution physique de la part de Doumbé. Moi, je pense quand même que le deuxième match était très 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 serré, même qui pense que Doumbé aurait mérité de gagner. Je pense qu'il a fait la différence, c'est le cardio de Doumbé qui a un peu flanché. Et moi, si je peux retenir quelque chose des derniers combats de Doumbé, même si parfois il m'inquiète un peu, son premier round contre Gaethje, moi j'ai trouvé que c'était un peu... Après, c'était aussi particulier, on en avait parlé de ce combat. On est d'accord, il voulait mettre Gaethje au KO au premier round, en plus il venait de changer préparation non plus. Il venait de changer d'adversaire, c'était très compliqué, mais néanmoins, se lancer comme ça, tête la première, en envoyant des coups, c'est toujours très... Moi, ça m'inquiète à chaque fois. Après, c'est Doumbé, il peut le faire parce que ça marche, quoi, tu vois, mais ça m'inquiète à chaque fois, et ça m'inquiéterait particulièrement dans la perspective d'un match contre Grenard, où tu vois, se jeter tête en avant, faire un peu du Dempsey roll, où tu vas te diriger avec ta tête pour envoyer tes coups ensuite, contre quelqu'un qui est spécialiste de genoux, d'attaque de genoux, c'est peut-être très dangereux de faire ça. Maintenant, je pense que s'il n'y a pas ce genre de folie, et je pense pas que Doumbé j'espère pas, va se jeter comme ça dans la bataille, je pense que le cardio n'est plus une issue pour Doumbé. Parce que franchement, le rythme qu'il a imposé à Gaethje, le premier round, c'est de la folie, quoi. Il se jette sur lui, il envoie des coups. Normalement, tu fais ça, t'es cramé, hein, pour le reste du combat. Et ensuite, c'est sur le deuxième ou sur le troisième qu'il passe son pull-out counter, là. Je crois que c'est le deuxième. Où il fait un contre, mais juste parfait, quoi. Tu vois, c'est le contre parfait. Il y a même pas 1 millimètre d'écart entre le coup de Gaethje et son coup à lui. Enfin, c'est ça qui est proprement fascinant avec Doumbé. Donc, je pense que le cardio sera plus une issue, de ce que nous a montré Doumbé sur sa préparation physique, et que du coup ça lui donne quand même un net avantage s'il se jette pas trop dans le brawl face à Grenard. Je pense qu'il a les armes pour le battre. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance, moi, si j'ai un pronostic à faire, à dire décision, parce que je pense pas qu'il arrivera à connecter
proprement Grenard, qui est bon en défense, qui sait, tu vois, se sortir de situations difficiles, mais je pense qu'il aura suffisamment de points et qui va pas flancher en termes de cardio. Donc c'est pour ça que je donne. Je dis décision unanime également pour Cédric Doumbé. Ouais, moi je vais mettre aussi décision unanime, et il faut juste effectivement, je pense à l'inverse, pas non plus que ce qu'il a fait lors du deuxième combat, mais en gros Cédric, il a un peu donc à la manière de Nick Diaz versus Carlos Condit lorsque c'est arrivé à l'époque, où en gros Nick Diaz avait fait beaucoup plus il avait chambré énormément, il avait provoqué énormément, mais au niveau de l'activité pure, il marquait pas en fait. Et Doumbé il a marqué lors de son deuxième combat, et il n'y avait pas de souci, c'était vraiment très très serré à la fin, mais je pense qu'il peut être plus actif encore effectivement, et ça va avec ce qu'on a dit dans le sens où il serait un peu plus en volume et revenir un peu à ce style qu'il avait avant. Mais voilà, c'est peut-être ce qui lui a coûté aussi le combat la dernière fois, c'est qu'il a été peut-être parfois un peu attentiste en chambrant beaucoup, mais quand tu chambres tu ne marques pas. Donc voilà, à voir quelle approche il va avoir. Mais d'autant que je pense pas que ça peut marcher, hein, tu vois, la guerre psychologique avec certains combattants. Là, je pense non. Je pense que lors du deuxième, ça n'a pas marché du tout. Non. Ouais, ils se connaissent trop, ils prennent trop de plaisir à faire ça. Voilà, ils s'amusent, quoi. C'est bon enfant, donc je pense que c'est pour ça que c'est peut-être un peu stérile, tu vois, comme stratégie. Il peut le faire pour le public, ça fait toujours plaisir, mais bon, pour Grenard, je pense pas que ça va le chambouler mentalement. Non. Ça. Prochain combat, choc light heavyweight entre le champion Artem Varitov contre le champion light heavyweight et une des grosses stars de l'organisation, mine de rien, petit à petit, c'est Alex Pereira, champion middleweight, champion intérimaire light heavyweight depuis sa victoire par KO contre Abena. 3 combats en 2019 pour Alex Pereira, 3 candidats au KO de l'année tout simplement. Également en 2020, il a fait un sacré combat pour ses débuts au LFA en kickboxing et en MMA et il est aussi très connu bien évidemment pour être le seul homme à avoir mis KO Israël Adesanya. Mais là, on a une véritable opposition de style et ça a l'air d'être particulièrement tendu pour ce combat qui est quand même attendu depuis un certain temps tout simplement. Ouais, Pereira, c'est clair que déjà d'où vient son surnom. Donc Pereira, donc il s'appelle Powhatan, qui est un c'est petit bac à sable, petit chauffage d'appoint. Non mais Pereira, Powhatan, pardon, c'est vrai que c'est dans son dialecte, je crois que c'est les Tupis, T-U-P-I. Ce que je pense c'est la Toupie. Oui. Mais voilà, d'Amérique du Sud, ça veut dire les mains en pierre. Non, par contre, tu rigoles pas de ces choses-là. Là, c'est appropriation culturelle. Ouais, c'est pas bien. Mais en tout cas, comment dire, du coup, voilà, donc ça veut dire, dans ce langage-là, dans ce dialecte, main de pierre. Et pour une fois, donc il y a des je n'ai pas usurpé. Voilà, il y a des surnoms, ça veut rien dire. Tu te dis, mais non, quel est le rapport? Là, il y a aucun problème. Vous comprenez immédiatement en fait, parce que c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a des briques sous les gants. Ça donne lieu à des KO où les mecs tombent raide mort en fait. Ouais, c'est clair. Son dernier combat, alors MMA c'était ça, le combat contre Abena, qui est tombé pareil, mais vraiment foudroyé. C'est exactement le ça. Turc également. Ouais. Et donc en fait c'est vrai que il a ce régulateur ultime, comment dire, cette espèce de, je sais plus quel est le nom du film avec Denzel Washington, mais The Equalizer. Voilà, il a cet equalizer ultime. Mais à côté de ça, ce qui est très étrange avec Powhatan, c'est qu'en fait, au niveau de son style, t'as un peu une impression. Non mais j'imagine le mec qui confond complètement les films de Denzel Washington, le Philadelphia. Ouais, c'est pour ça que je vais essayer de limiter un petit peu les. Moi, je pensais à l'effaceur avec Schwarzenegger qui est une belle merde, tu vois. Ça marche aussi, hein. Ouais, ça marche aussi. Ouais. Ça marche aussi, hein, l'effaceur equalizer. Le transporteur. Et c'est vrai que voilà, en fait, ce qui est très étrange, c'est que il met KO sur un seul coup. Il est flippant, mais vraiment terrifiant en fait, Powhatan. Mais en revanche, ce qui est très bizarre, c'est que jusqu'à ces moments où il met les KO, en fait, lorsque l'adversaire est vraiment de très bon niveau, et on pense du coup par exemple à Abena, on pense aussi à comment s'appelle-t-il Je crois que c'est tout Ilunga, il me semble. Ilunga. Ouais, c'est Ilunga, c'est Daniel Ilunga. En gros, il y a des combats où c'est très serré, et il se fait toucher. Alex Pereira, il se fait vraiment toucher. Il y a des moments où on se demande, il est en danger là où. Et en fait, il a un style où t'as l'impression qu'il subit parfois, mais c'est simplement parce que c'est tellement peu académique dans sa manière de se déplacer, sa manière de frapper. Il a les mains très basses, sa manière de défendre. C'est tellement peu académique et étrange, que t'as vraiment parfois l'impression qu'il subit. Alors c'est peut-être le cas parce que quand tu prends une droite, même si il roule un petit peu aussi avec les coups, mais t'as l'impression qu'il se fait toucher de temps en temps, et pourtant
il y a toujours ce moment où il va arriver, il va trouver une ouverture. C'est une question de temps en fait à chaque c'est un fois. compte à rebours quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez dingue en fait Pereira parce que et c'est marrant de l'avoir vu évoluer ce combattant-là parce que moi je me souviens quand il faisait les tournaments, je crois qu'il a perdu contre Schilling, il me semble. Ça fait un moment qu'il est au Glory, tu vois, et il n'avait pas encore totalement parfait son style. C'est un truc qu'il a trouvé un peu pareil sur le tard, mais ça s'est accompagné aussi de son évolution physique parce qu'il est devenu assez flippant. Ouais, parce que quand on voit son premier combat au Glory et maintenant. Là, c'est plus le même homme, hein. C'est assez il a toujours fait 1m94, mais maintenant il fait 1m94. Et il est beaucoup plus dense. Il est Terminator. Ouais. Et non, mais aussi il a trouvé vraiment un peu comme Doumbé, tu vois. Je trouvais sa zone de confort avec le style qui lui va bien. C'est des profils vraiment atypiques. C'est pas, tu peux pas rentrer dans une classe de kickboxing. On va te dire tu vas boxer comme Pereira. Ouais. C'est des gens à mon avis. Quand ils trouvent leur style, ils deviennent vraiment bons parce que c'est pas quelque chose qu'on peut leur apprendre, tu vois. C'est eux qui doivent avoir l'intelligence de le développer tout seul par rapport à leur attribut physique très particulier, tu vois, et par rapport à l'expérience qu'ils ont des combats. Et donc il a une stratégie qui fonctionne très bien pour le moment. C'est vraiment on pourrait imaginer, comme il est très grand et très longiligne et à plus forte raison dans la catégorie middleweight, qui chercherait à rester à distance en fait pour ce que font généralement les combattants longilignes. Mais lui en fait il va se mettre quasiment à la distance de son adversaire. Donc il va sacrifier son avantage d'allonge, mais c'est pour pouvoir placer des coups d'une grande puissance. Et évidemment, il a du punch, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il arrive à éteindre ses adversaires vraiment, c'est qu'il arrive tout le temps à frapper quasiment à la moitié de l'extension de ses coups. C'est-à-dire, il n'est pas au bout de l'extension de son coup. Quand il donne un crochet ou quand il donne un bras arrière, il a au moins, je pense, c'est comme s'il pouvait frapper un mec qui se tenait derrière son adversaire, en fait, et qui lui ferait mal, tu vois. Et donc, c'est ça qui est assez inquiétant, et ça me rappelle un petit peu, tu vois, Sonny Liston. Sonny Liston, il avait une grande allonge en anglaise, et la façon dont il mettait KO les gens, justement, c'était un peu ça. Il se rapprochait, et tu vois, quand il connectait, il traversait, tu vois. Mais aussi, McGregor faisait ça aussi. Ouais. En featherweight, notamment, il se mettait quasiment, tu sais, en perpendiculaire à l'adversaire. Et tu voyais vraiment que le point était genre vraiment à moitié déployé en fait quand il connectait, et puis après il y avait toute une il continuait une fois qu'il y a toute une synergie, tu vois, qui fait un truc cinétique. Et donc du coup en fait c'est ça sa grande force, et je pense qu'il sait que ça marche. Il sait qu'il a juste besoin de se retrouver dans cette situation où il va trouver le trou et il va frapper en fait. Ah putain, vous me faites chier. Il est tard aussi. Il va trouver le trou et là, mon gars. Non, mais non. Allez. Bon, on va trouver la faille qu'il va pouvoir exploiter. Exactement, bah voilà, merci. Et donc, c'est pour ça qu'il a un grand sang-froid, et en fait tout son style va là-dedans, parce que par exemple sa garde, la façon dont il tient, la manière dont il se tient, ça permet d'envoyer des pardon, je vais pas me barrer. Ça permet d'envoyer des coups par dessous en fait, et c'est moins prévisible en fait. Non, c'est directement, j'ai 2 oignons là, ça va bien. Non mais c'est vrai, et d'autant plus qu'en plus, comme il est extrêmement fluide et relâché, c'est ce qui lui permet les gens ne voient pas venir les coups lorsque l'adversaire est extrêmement fluide lorsqu'il les donne, et en plus quand ça vient d'en dessous, c'est extrêmement compliqué quoi. Et imprévisible en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est pour ça, donc c'est un style qui marche très bien, mais c'est un style qui a des failles. Putain, non, mais c'est pas possible là, mec, je n'y arrive pas. C'est parti. Ouais. Et donc tout ça pour dire que donc tout ce package en fait de son style, c'est un style qui laisse quand même des failles. Alors comme il est assez grand et qu'il voit venir les coups, parce que justement sa garde basse lui permet d'anticiper la trajectoire des coups, il a une tendance à rouler avec les coups, mais il laisse certaines ouvertures. Il prend en fait un risque volontairement, tu vois, de se placer en situation de danger pour pouvoir placer ses meilleurs coups en fait. Et donc voilà, donc c'est très intéressant, et justement à plus forte pardon. Là, ça devient nerveux, là. À plus forte raison. À plus forte raison. C'est très intéressant dans la perspective de son match-up contre Artem Varitov, qui lui, pour le coup, est un styliste et qui a un œil, justement, pour les ouvertures, en fait. Place au pronostic, je pense, messieurs. Ouais. C'est vrai qu'on peut juste très vite fait évoquer Varitov, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on on a parlé dans l'autre podcast, c'est pour ça. Mais du coup, Varitov, en fait, c'est vrai que quand Poedom se dit que c'est vraiment styliste, c'est que pour le coup, on dit que Poatan est vraiment extrêmement peu orthodoxe, en fait, peu académique dans sa manière de combattre. Varitov, c'est l'extrême opposé. C'est vraiment le gars, il est
très droit, il a sa garde montée et il va envoyer des coups qui sont la mécanique de frappe, elle est magnifique, elle est très traditionnelle, mais elle est magnifique. Il a un très bon coup d'œil, il est très rapide, mais c'est vrai qu'en revanche tu t'attends, c'est-à-dire que ce qu'il fait est tellement traditionnel que c'est rien d'extraordinaire ou que tu n'as jamais vu ou de vraiment étrange comme peut le faire Poatan. Par contre, c'est effectivement efficace. Il a une énorme carrière en amateur. Je crois que c'est plus de 80 combats en Muay Thai. Et c'est vrai que il a un style qui est très poli et il est capable de trouver des ouvertures lui aussi. Mais voilà, c'est... Je sais pas, honnêtement, c'est pareil. Varitov contre Pereira, c'est très compliqué. Je pense que ce qui va dans le sens de Pereira, c'est qu'il a un style qui est très très particulier, il est très difficile de se préparer pour un combattant comme Pereira, et de même il est sur une lancée, c'est-à-dire il enchaîne les victoires, il a le momentum, il a le vent dans le dos là pour le coup, alors que Varitov pour le coup son dernier combat c'était contre Abena, et c'était décision partagée. Les deux derniers combats de Varitov sont très serrés et il est pas décisif dans et ces il combats. est moins actif en ce moment. Et en plus. Et cela dit, mais après j'ajoute aussi quand même que là il va avoir un sacré client aussi. Tu vois, par rapport aux autres combats où c'est vrai que le Glory, je vais pas dire précipiter des gens, mais c'était clair qu'il allait s'imposer. Là, pour le coup, il y a quand même quelqu'un qui fait vraiment flipper. Donc, je pense qu'il y aura pas ce même côté. Je vais me permettre de gérer parce qu'ils ont pas non plus l'habitude de faire des combats en 5 rounds. Ah non, mais c'est clair. En termes de fondamentaux techniques, je pense quand même que Varitov a de meilleurs fondamentaux en fait que Pereira. Le souci de Varitov, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est très cérébral en fait. C'est un mec qui est extrêmement cultivé, fait du piano en niveau concertiste et tout, donc c'est un mec vraiment cuit à 160 à mon avis, tu vois, pour avoir vu un peu comment il se tenait, comment il parlait et tout, il est assez, je pense c'est un perfectionniste dans l'âme, et ça se ressent dans sa façon de se battre, c'est qu'il y a des moments, il va prendre de trop grosses périodes d'inactivité en fait dans le ring, pour réfléchir à ce qui se passe, réfléchir au meilleur coup qu'il va pouvoir donner, et il va laisser l'adversaire prendre l'avance en points. Et c'était notamment très frappant dans son combat contre Donegui Abena, où honnêtement moi je la donnais à Abena, tu vois, parce que je trouvais qu'en termes de volume il avait fait le taf, et tu sentais en fait qu'il cherchait trop à attendre l'ouverture parfaite pour placer ses coups. Alors les plus belles connexions du combat c'était Varitov qui les avait, mais en termes de volume et en termes de rythme et en termes d'intensité, c'était Abena qui avait pris le dessus. Et ça c'est un jeu, honnêtement faut pas qu'il s'amuse à faire ça avec Pereira, parce que justement Pereira tout le sel de son game c'est de te submerger, de t'intimider en fait, de te faire reculer jusqu'au corps pour pouvoir te sécher en fait. Et ça faudrait pas en fait qu'il laisse le rythme du combat aux mains de Pereira, parce que ça avantage plus Pereira que ça ne l'avantage lui. D'autant plus qu'il a les armes justement pour exploiter les ouvertures que laisse Pereira, et ce serait dommage en fait. Faut qu'on avance un petit peu, messieurs, donc pour le pronostic de ce combat. Moi, c'est encore plus difficile maintenant que je le réévoque, parce que la première fois que j'ai donné mon pronostic, j'étais un peu plus sûr de moi. Moi, je pense décision partagée Varitov. Que ça va être tendu. Moi, je dis décision unanime. Je vais changer. J'avais dit TKO Varitov parce que je pense qu'il y avait les ouvertures. Mais maintenant, en y réfléchissant, en reparlant et tout, je pense que ça va être décision et que ça va être dur. Ça va être dur parce que sur la première round, je pense qu'il va subir Varitov. Bah voilà, c'est pareil, hein, comme on avait dit dans le podcast précédent. Moi, c'est un jet de pièces. J'ai aucune idée, mais pour faire un pronostic différent, je vais dire Alex Pereira Poatan au 4e round KO. Très bien. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pensez-vous que Alex Pereira, justement, sa carrière en MMA, est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose? Ce sera d'ailleurs le titre du podcast pour attirer le chat. Ah ok, bah je vais changer. Ok. Il a un style qui, au moins, c'est pas un style à la Ross Malen. Donc c'est pas un style genre boom pure Dutch, les mains bien en haut. Il a les mains très basses, ça c'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre pour aller chercher les underhooks, etc. et pour défendre les takedowns. Il est très grand, il a un bon physique, je pense, pour ça en fait. Un peu John Jones, un peu, et presque même plus que John Jones, j'aurais dit, comment s'appelle-t-il, Jiri Prochaska, peut-être un peu plus, tu sais. Avec des longs segments. Ouais, des longs segments, etc. Donc pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Je sais qu'il s'entraîne dans un team de Texera. Je sais c'est très bien parce que les exercices au sol avec Glover Teixeira, ça doit être quelque chose. Ouais, puis défense de takedown et tout ça, enfin c'est vraiment pas mal. Mais il sera en catégorie light heavyweight du coup. Je pense,
Ouais, c'est intéressant. Et c'est ouvert en plus cette catégorie, hein, donc. Ouais. Après, moi, je suis. Faut aussi attendre de le voir face à une vraie opposition. Et je pense que il a un style, même si c'est pas le pire style pour faire la transition. Hein. Je pense que le pire style, c'est vraiment le style Dutch kickboxing de base. Mais je suis un peu moins serein que par exemple Israel Adesanya, qui avait tout ce jeu de feinte, de mobilité que lui n'a pas vraiment en fait. Lui, il intimide ses adversaires, il les fait flipper parce que il peut les éteindre en un coup et on sait pas trop d'où va venir le coup. Mais en termes de mobilité, c'est pas celui qui se déplace le mieux. Il est pas le plus créatif. Il est pas mauvais non plus. Hein, j'ai pas dit ça, mais c'est pas celui qui a une mobilité qui lui permettrait de faire face à des emmenés au sol répétés. Et il y a pas une grosse activité de feinte et de désinformation quand il combat. Il est assez direct, même si on ne voit pas venir ses coups parce qu'il frappe d'en bas comme on a dit. Mais c'est pas Adesanya, il te sature d'informations. C'est un cauchemar. Tu sais jamais ce qu'il va faire en fait. Donc c'est pour ça. C'est un bon style pour faire la transition. Il a tout le paquet et si il est bien entraîné et tout, il peut faire quelque chose. Après, je suis peut-être un peu moins confiant, un chouïa moins confiant que pour Adesanya. En tout cas, affaire à suivre. En tout cas, il est signé au LFA, qui est l'antichambre de l'UFC en Amérique du Nord. Donc c'est quand même ça montre qu'il a de sérieuses ambitions. En MMA maintenant, place au tournoi heavyweight, puisque Jamal Ben Saddik s'est blessé, souffre hernie je crois, donc à 10 jours du Glory, donc a été remplacé par un tournoi heavyweight, donc bien évidemment Rico Verhoeven est présent, mais sa ceinture heavyweight n'est pas en jeu, pas bête Rico, et donc il affronte au premier ça folle la guêpe. Il affronte au premier tour Exactement, SD Garrigas qui revient après son combat contre Badr. Je crois qu'il n'a pas combattu depuis Badr Hari. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'était son dernier gros combat, on va dire en tout cas. Donc on avait un petit débat en premier podcast, est-ce une légende ou pas? En tout cas, c'est un nom du kickboxing heavyweight. Et en face, il y aura Richter. Tariq versus Richter. Tariq versus Richter. Richter, ce qui est considéré comme l'un des grands espoirs de la catégorie, qui a remporté le tournoi heavyweight lors du Glory précédent face à Cocorico Nordin Maïdine, qui avait fait un très bon combat précédemment en battant Plazibat lors de l'extra round. Il avait notamment scoré un knockdown, si je ne m'abuse. Avec une très belle combinaison en plus. Sur le premier round, ouais, exactement. Il surprend vraiment Plazibat. Combat magnifique. C'est les kicks et puis ensuite crochet, je crois. Ah non, la combinaison elle est ouf. Il était assez dingue. Impressionnant. Il avait fait vraiment le combat de la soirée. Moi, Oui, parce que pour lui, c'était compliqué, un top 5 mondial. C'est ça. Richter, c'est clair que à mon avis, c'est le prochain poster boy du Glory si tout se passe bien pour lui. En fait, vraiment, il a en tout. tout cas, le Glory lui déploie l'échelle à Richter. Ah non. Joli, je valide. Et non, et en fait tout est mis en place, t'as compris, c'est bien. Tout est mis en place parce qu'en fait il est athlétique, il est jeune, il est plutôt beau gosse, donc ils peuvent vraiment le mettre en avant quoi. Ils peuvent vraiment ils ont besoin d'une nouvelle star. Parce que Rico, même si c'est leur chouchou, il ne va pas en rajeunissant, n'est-ce pas? Et Badr Hari, malheureusement, avec son dernier combat contre Adegboui, c'est un peu plus compromis en fait de banquer sur lui. Donc ils sont un peu à la recherche de quelqu'un qui va faire reluire leur catégorie reine. Et c'est vrai que Richter, juste ne serait-ce que la situation dans laquelle il est placé à chaque fois dans ces tournois, c'est toujours de manière avantageuse. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, Nordin Maïdine contre Plaziba, c'était coupe-gorge, quoi, tu vois. Alors que j'ai oublié le nom du mec qui l'a battu, tu vois. Mais il y avait une différence de niveau qui était c'est clair, complètement évidente. L'objectif, c'était qu'il s'impose rapidement. Le mec, je crois, c'est le deuxième round, je crois, ou le premier round. En premier, il me semble même. Ouais, voilà. Donc, et là, je sais pas parce que malheureusement, disclaimer, je connais pas en fait son adversaire. Non plus. Peut-être il est excellent. Hein, j'ai pas trop envie de m'avancer, mais j'ai quand même l'impression que il se digère. Rico, j'allais dire Rocco, Rico, peut-être, hein, et c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Donc ils sont en train de lui permettre en fait d'arriver dans de bonnes conditions en finale, hypothétiquement et probablement contre Rico Verhoeven en fait, pour que ça fasse un joli combat. C'est ça, parce que c'est l'hypothèse que tu émettais lors du dernier podcast, et clairement qui a du sens, c'est que ce qui serait pas mal pour le Glory, c'est
pas forcément un passage de flambeau, parce que même si Rico fait une guerre contre SD Garges, c'est quand même très très chaud de prendre Rico. Enfin, il est quand même encore très très jeune dans sa carrière, Lévy. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il pourrait bénéficier d'un bon combat avec Rico, et c'est toujours mieux si Rico en a souffert avant et que Lévy est plutôt frais, parce que du coup, ça augmente les chances d'un beau combat. Et t'as pas énormément d'enjeux non plus. Voilà, on va pas se mentir. En jeu. Donc tout serait réuni pour un beau combat qui mettrait en valeur la nouvelle star que veut créer l'organisation, qui serait Lévy. Donc donc il est pourquoi pas, il est très bon, on va voir ce que ça donne, mais effectivement malgré tout Rico reste quand même ultra favori. Gros favori, ouais. Exactement. Mais néanmoins, on avait développé une idée quand même qui était assez intéressante, c'est quand même que Rico est quand même un bon compagnie-man quand même, parce que tu vois. Mais cela dit, là, ils avaient besoin de lui, quand même, pour sauver la carte. Mais bon, moi, je suis désolé, je suis champion, je me suis préparé pour un adversaire spécifique, je vais pas m'amuser à faire un tournoi comme ça au dernier moment contre des mecs que. Enfin, tu vois, genre, SD Garges. C'est chaud, malgré tout. C'est chaud, SD Garges, et Livy Rector, je le connais pas du tout, tu vois. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Il le fait, et ça démontre qu'il est de bonne volonté et qu'il veut vraiment tout faire pour vraiment se mettre en avant. Et d'un autre côté, malheureusement, ça démontre aussi qu'il a peut-être pas la popularité nécessaire pour dicter ses termes. Ouais, parce que Badr Hari, par exemple, ça, dans la situation de Rico, l'aurait jamais fait. Il l'aurait jamais fait. Il connaît beaucoup trop, entre guillemets, la valeur qu'il peut créer pour prendre part à un tournoi comme ça au pied levé face à des gens qui sont pas forcément des noms, quoi. Non, c'est clair. Complètement, mais bon, en tout cas, moi, pour ma part, je trouve que c'est ce que je t'ai d'ailleurs dit à Rico, je trouve ça très bien qu'il fasse un tournoi, parce que ça apporte un petit peu d'excitation. C'est vrai que son run en sa domination en tant que champion, c'est l'esprit samouraï. Exactement. C'est vraiment cool. Ouais, c'est ce qui rend. Honnêtement, c'est vraiment ce qui rend la carte excitante, c'est que Rico soit vraiment comme ça en mode n'importe qui, n'importe quand. Ils sont deux, c'est pas grave, je les prends, tu vois. Ouais. C'est stylé. Cette punchline. Bref, et puis on va finir avec le dernier title fight, Tiffany Van Zeus contre Aline Pereira, petite sœur d'Alex Pereira, qui s'était imposée qui s'était imposée lors de son premier combat au Glory, donc là qui a son title shot, et Tiffany Van Zeus, c'est celle qui s'était imposée par décision contre Anixa Meksen. Exactement. Donc il y a eu, je crois, 3 combats déjà entre elles. On a gagné 2, je crois, contre Anixa Meksen, ouais. Ou 1, non? Non, il me semble. Je crois que c'est peut-être 2, ouais. Sûrement 2. Bon, allez, on va dire 2. Je crois qu'elle a gagné le premier, qu'ensuite Anissa Meksen a gagné le deuxième, et le dernier, celle qui a gagné. Oui, il me semble. Ouais. Ok. Donc, en revanche, la sœur de Pereira, j'ai pas vu ses combats. Moi non plus. Je sais que Tiffany Van Zeus c'était une très bonne, mais après. Donc voilà, c'est. Tiffany Van Zeus. Tiffany Van Zeus aussi, je pense, parce qu'elle a tout simplement. Elle a l'expérience, plus d'expérience, exactement. Et c'est vrai que si on regarde au niveau de. Elle a gagné donc premier combat entre Anissa Meksen et Van Zeus en 2017. Ensuite, il y a eu le deuxième. Elle avait gagné les 2 premiers. Ah ouais? Van Zeus. Non. Anissa Meksen. Et c'est pour ça qu'Anissa Meksen ne voulait pas faire la trilogie, parce qu'elle avait gagné les 2 premiers combats. Le deuxième, c'était par décision partagée, c'est pas ça? Et le deuxième, elle l'avait gagné par décision partagée. Bravo, parce que c'était vraiment tendu, et moi je pensais qu'elle le gagnait pas, honnêtement. Et le troisième. C'est pour ça, tu vois, dans ma tête, j'ai fait un refrain. Je me suis dit, ouais, c'est ça. Polydomso, non mais regardez cette expertise. Bref, donc voilà, donc c'est samedi 30 janvier, diffusé sur glory.lassure.com, le lien est dans la description. Et la carte est assez dense de toute façon. Franchement, il y a qu'en kickboxing qu'on peut voir des cartes comme ça maintenant. Il donne tout, et surtout que ça fait plaisir pour le coup qu'il y ait un nouveau format, je trouve, pour le Glory, parce que maintenant qu'il y a le pay-per-view aussi, ils sont obligés de faire ces cartes-là qui vont être de plus en plus denses. Et mine de rien, s'il y a une victoire d'Alex Pereira, il nous l'a dit en interview, il serait pas con de monter en heavyweight. Ouais, il est stylé Pereira. Vraiment, là, l'excitation commence à monter. Si jamais tout se passe bien pour lui. Mais compliqué. Mais attends, parce que c'est chaud, parce que Veritov, il est quand même excellent. C'est vraiment là, Ah non, c'est pas qu'on soit. Enfin, on l'a donné. Il a jamais été KO, je crois encore. Non. Ouais, non, parce qu'il a une défense qui est quand même excellente. Et pourtant, il se prend des coups. Ouais, c'est Moi, ça. je sais, il y a un coup qu'il a pris contre Abena, le head kick. Le high kick. Ouais. Je me suis dit, mais il va tomber. Normalement, c'est sûr. Il a un petit peu dansé, mais c'était tout. Non, mais parce qu'il s'accroche et il a vraiment un style. Moi, j'aime bien Varitov. Il a un style qui me fait penser à Alexei Ignatchev. Donc forcément, il me fait kiffer ce mec-là. Le Red Scorpion. Le Red Scorpion, ouais, exactement. Ouais. Complètement. Mais en tout cas, c'est vrai que ce serait stylé. Honnêtement, je sais pas ce que ça peut donner. Mais déjà, c'est cool qu'il fasse ça. Il a tout compris. C'est un peu comme Adesanya, finalement. Mais
D'ailleurs, pourquoi pas un croisement un jour. Mais c'est vrai que c'est vraiment stylé que on ait cette espèce, que ce soit en MMA ou en kickboxing, il y a, je sais pas, comme une résurgence un peu de l'esprit à l'ancienne où pas de problème de catégorie de poids, pas de problème de on y va quoi. Mais surtout que pour le coup, quelqu'un comme Pereira, pour moi, c'est le seul moyen qu'il devienne une star, en fait, c'est ça, parce que c'est pas quelqu'un qui va forcément briller par ses punchlines, c'est pas quelqu'un qui a, par exemple, le corps d'un Rico Verhoeven, mais c'est par ses performances après, sur le ring. Oui, mais il fait flipper. Ouais, c'est ça. Il fait flipper. Mais c'est vrai que je sais même pas à quoi ressemble sa voix en fait. Non. Mais par contre, on connaît le bruit. La voix de ses poings. Ouais, c'est ça. la voix de ses poings. Le bruit des impacts. Bref, big shout out à My Sweet Potel, moins 15% supplémentaire sur les soldes actuels avec le code la sueur. Et moins 10%. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures. Je sais pas ce que. C'était chaud là mec. C'était chaud. On s'en est bien sorti.